Donc peut-être dire un mot sur l'origine de la soirée, en fait, qui est une double origine, puisque avec les collègues qui travaillent sur le forum, et puis avec Estelle, que vous voyez courir un peu partout, on se posait la question de savoir comment on allait empoigner le sujet de, vous savez, cette fameuse problématique de la santé mentale des jeunes. Et puis, on traitait aussi de l'IA, parce que l'IA, ça percute tous les champs d'activité, le champ du social évidemment, le champ de la formation évidemment, puisqu'on y est confronté aussi avec des étudiants qui vont souvent regarder du côté de ChatGPT pour voir quelle réponse ils pourraient apporter à la moindre question. Et donc, on s'est dit, mais comment on pourrait mêler tout ça en fait? Alors, bien sûr, on va traiter de la question de l'IA au mois de janvier. Hein, je ne sais plus la date précise, chers collègues, mais vous trouverez dans le programme, parce qu'il y a Philippe Mérieux qui vient au mois de janvier. Tu te rappelles de la date le 21 janvier, voilà, vous trouverez ça dans le programme. Donc Philippe Mérieux qui viendra parler de ces problématiques-là d'intelligence artificielle. Et puis on a déjà traité l'IA à plusieurs reprises, encore récemment, et là on s'est dit, quelqu'un qui pourrait un petit peu mêler ces deux sujets, c'est David Le Breton. Comme je lui rappelais, celui qui fait l'éloge de la marche, on ne peut pas dire je marchais après, mais je courais après depuis de nombreuses années, avec plein de casquettes professionnelles, et j'ai jamais réussi à l'avoir. Et il a fallu que j'arrive ici à Nancy pour enfin faire venir David Le Breton, même si on le croit souvent, pour ceux qui sont les habitués du livre sur la place à Nancy, ou du Festival international de géographie à Saint-Dié, vous avez l'occasion de le rencontrer, soit en tant qu'intervenant, ou pour présenter aussi ses ouvrages. Donc voilà, d'où vient en fait cette double conjonction de la réflexion que nous avions pour faire venir David Le Breton. Et alors, donc, je ne sais pas s'il faut le présenter, je pense qu'il y a des gens qui le connaissent très bien, d'autres qui le connaissent un peu moins. David Le Breton, il est aujourd'hui professeur émérite d'anthropologie à l'Université de Strasbourg. Il a publié énormément d'ouvrages, je vous laisserai regarder sa biblio sur Wikipédia, où vous interrogerez l'IA. Et vous verrez que c'est quelqu'un qui a plutôt un cursus assez disparate, puisque le début de votre carrière, vous avez travaillé beaucoup sur les conduites à risque des jeunes, sur les stigmates, sur un certain nombre de sujets qui traitaient vraiment précisément de la catégorie jeune, public adolescent. Et puis vous avez dérivé, alors c'est peut-être avec l'âge, progressivement, sur la lenteur, le ralentissement, la pratique du vélo, la pratique de la marche. Hein. Il y a un bouquin très connu qui s'appelle Éloge de la marche. Vous retrouverez ces différents ouvrages à la sortie de l'amphi. Et alors pourquoi on doit quand même faire court? Parce que nous avons un deuxième débat. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est assez rigolo, c'est même caricatural, puisqu'on va parler de lenteur et de ralentissement, mais on va aller très vite, puisqu'il faut qu'on soit à 8h30 à Tantonville. Ça ne vous parlera sûrement pas, c'est une demi-heure à peu près au moins de Nancy. Ce qui veut dire qu'à 8h pile, il faut qu'on soit plus dans l'amphi, qu'il n'y ait plus personne et qu'on ait tout éteint. Et que tu aies mis l'alarme, hein, Estelle, puisque nous allons donc présenter deux films ce soir à Tantonville sur la marche, sur le pourquoi on marche, le sens de la marche, etc. Et David Le Breton interviendra sur ces questions. Voilà, alors moi je ne vais pas faire trop long, je vais juste dire quelques mots et quelques chiffres qui m'ont un peu surpris. Enfin, je les connaissais quelques-uns, mais il y en a un qui m'a surpris. En fait, pour se dire, mais combien de temps passent les gens devant les écrans? Je vois les jeunes rigoler parce que la plupart sont déjà devant un téléphone. Et en fait, vous voyez ces petits graphiques là qu'on voit là, ils sont assez intéressants, puisque entre 2011 et 2022, donc il s'est passé 11 ans, vous avez une proportion absolument astronomique d'évolution en fait, du temps passé devant les écrans. Alors bien sûr, quand on a entre 1 et 6 ans, on va un peu moins regarder, quoique des fois on peut se poser des questions, puisque la moyenne en 2011 c'était 1h47, 2h03 aujourd'hui, entre 1 et 6 ans, je précise. 7 à 12 ans, 2h51 en 2011 à 2022, 3h32. Et plus on grandit, plus on devient ado, hein, 13-19 ans, 4h20 jusqu'à 5h10. Et vous allez voir, parce que je vais vous donner un autre chiffre, où on a encore battu ce score, parce qu'on est au-delà des 5h10 en moyenne pour cette catégorie d'âge. Alors, l'autre catégorie d'âge qui regarde beaucoup les écrans, c'est les 50-64 ans. Y a-t-il dans la salle qui passent désormais presque autant de temps que les adolescents à consommer des contenus audiovisuels. Plus de 5 heures, en fait, par jour en moyenne, qui constitue quand même un chiffre globalement surprenant, qui a été révélé par un rapport tout récent, hein, avril 2025, de l'ARCOM, hein, qui est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et donc je pense que vous connaissez. En fait, la moyenne, c'est 5h27 de visionnage quotidien de contenu audiovisuel. Les 50-64 ans donc, confirment en fait leur rôle de pilier, on pourrait dire, dans la consommation des médias. Alors, elle est presque à égalité avec les 15-24 ans, parce que je vous disais 5h10, on est passé à 5h48, donc ils sont un peu au-dessus des 50-64 ans, et donc ils sont considérés traditionnellement comme les plus gros consommateurs d'écran. Cependant, bien sûr, les usages diffèrent, puisque d'un côté, on a plutôt
l'utilisation de l'écran autour du smartphone, de regarder des séries ou que sais-je encore sur les différents contenus audiovisuels. Et par contre, les 50-64 ans, eux, c'est la télévision, qui reste encore la télévision en direct, attention, pas celle dans les replays, les machins, qui reste le cœur quand même de l'expérience audiovisuelle de cette catégorie d'âge. Et donc, en fait, ils passent 70% du total de ces fameuses 5 heures, je sais plus, je suis déjà abreuvé moi-même de chiffres, de 5h27 en moyenne, pour effectivement regarder la télévision en direct, 70% de ce temps-là. Alors, on voit bien que les écrans ne sont pas tous les mêmes. L'interaction aussi. Puisque quand on regarde des contenus, c'est assez descendant, on va regarder la télé, on n'est pas en interaction, ce qui n'est pas pareil que si on cause à ChatGPT ou que sais-je encore, ou si on fait des visios, Zoom et autres choses de cet ordre-là. Peut-on même aller jusqu'à considérer en fait que l'écran est une sorte de palliatif à un lien qui progressivement se déliterait, qui s'effriterait à mesure que les conflictualités ou les relations se conflictualisent. Peut-on oser même, j'essaye de faire un parallèle, j'ai des collègues psychologues dans la salle, mais mettre en rapport en fait entre le manque de la psychiatrie et le développement du doudou de substitution, je appellerais ça comme ça, voire du psy virtuel. On sait qu'aujourd'hui le nombre de pédopsychiatres a été divisé par 2 en 10 ans. Il y a à peu près 600 pédopsychiatres aujourd'hui en France, et donc on sait que ce secteur d'activité est assez exsangue et n'est plus en mesure de répondre à des problématiques toujours plus élevées, notamment chez les jeunes, et notamment sur les problématiques de troubles mentaux. Selon une étude publiée assez récemment par l'ONG Common Sense, 72% des ados américains, vous allez dire, ah oui, c'est les Américains. On sait que souvent, ce qui est aux États-Unis arrive vite dans notre pays. Donc 72% des ados américains de 13 à 17 ans utilisaient l'IA à des fins intimes. Rappelons-nous et n'oublions pas, il y a eu encore une chronique de Gérald Bronner récemment sur France Inter, le suicide du jeune Californien Adam Rain en avril 25, au terme d'une longue conversation avec ce cher ChatGPT qui lui a même dit comment, par des méthodes, comment se suicider, voire qu'il l'a aidé à rédiger la lettre d'adieu à ses parents. On en est arrivé jusque-là. Cette relation, elle traduit en fait sûrement un manque. Mais c'est une relation. Et qu'est-ce qui manque dans la relation à l'écran? Alors David Le Breton pose dans cet excellent ouvrage que je vous recommande, la fin de la conversation, il pose le constat en ces termes, je le cite, la conversation, elle implique de l'empathie, c'est-à-dire une capacité à se mettre à la place de l'autre et à ne pas être étranger à ses ressentis. Cette qualité disparaît dans la communication, à distance, dans le contexte d'un lien social fragmenté et centré sur soi. L'autre se transforme alors en fiction sans épaisseur. Et sur un autre registre, plus loin, dans ce même ouvrage, il dit la centaine de SMS envoyés en moyenne au long du jour, dont le contenu informatif est pauvre, je suis d'accord, au regard de leur valeur relationnelle, leur style, avec la déstructuration du langage qu'il implique, cette dimension régressive, est un code qui contribue au renforcement de l'entre-soi générationnel et à la disparition de tout autre environnement. Alors que nous manque-t-il, David? Merci Axel, merci à Estelle, merci à toutes et à tous d'être venus partager un moment avec moi ce soir autour de cette thématique. D'abord, peut-être quelques mots de réponse à Axel. Je n'ai pas fait de rupture, de bifurcation dans mon travail. Non, il y a toujours une fidélité. Je travaille toujours autour de la question du corps. Je n'ai jamais abandonné, malheureusement, les conduites à risque de nos jeunes, puisqu'elles ne cessent de s'amplifier du fait, d'ailleurs, du smartphone, mais j'en parlerai tout à l'heure. Donc je suis toujours sur les mêmes terrains, simplement je fais des petits détours à un moment ou à un autre, et même la marche n'est même pas une récréation, puisque vous savez bien l'usage de la marche aujourd'hui dans le travail social, par exemple, avec une association que je connais très bien, comme celle de Seuil, où on fait marcher des jeunes sur 2000 km, des jeunes mineurs délinquants en alternative à la prison, par exemple. Donc, dans tout mon travail, il y a une fidélité, il y a une sorte d'organicité. Et simplement, je m'attarde un peu plus longtemps sur un aspect des choses, un peu comme un marcheur qui fait une halte dans un paysage et puis qui essaie de le comprendre, mais qui continue un peu son chemin vers un autre paysage. Voilà. Alors, cette question de l'intelligence artificielle et de l'usage du smartphone, pour moi, il y a vraiment un avant et un après de l'apparition de l'Internet à haut débit sur les smartphones autour de 2008-2009. Ça a totalement changé la planète entière. On ne reconnaîtrait pas Nancy si on était en 2005 ou 2006 et qu'on se baladerait dans les rues
d'aujourd'hui, toutes les villes du monde maintenant sont hantées par des espèces de fantômes qui sont hypnotisés par leur téléphone portable et qui ne voient plus rien du tout à leur entour. C'est pour ça d'ailleurs que le sous-titre de mon livre, c'est La parole dans une société spectrale, parce que j'ai souvent eu le sentiment, je suis un très grand voyageur, marchant dans des villes du monde entier, de me retrouver environné de spectres autour de moi qui n'ont plus aucune attention aux autres. Qui passent, qui vous rentrent dedans parfois. Et quand on est cycliste, comme je le suis à Strasbourg, c'est vraiment un gros problème d'éviter en permanence des jeunes ou des moins jeunes, mais c'est surtout des toutes jeunes générations qui ne regardent absolument pas, qui ne se rendent pas compte du danger qu'ils courent à être comme ça, à scruter leur téléphone portable et à ne pas voir qu'ils sont par exemple sur une piste cyclable ou qu'ils ont traversé sans faire gaffe alors qu'on était à 1 mètre d'eux. Enfin, voilà, donc il y a un avant et un après, donc on pourrait dire que d'ailleurs il y a une rupture anthropologique. Pour moi, c'est clair et net. Le monde n'est plus du tout ce qu'il était il y a encore une dizaine d'années, ou disons une vingtaine d'années. On peut dire qu'effectivement le téléphone portable, déjà autour des années 2000, posait un certain nombre de problèmes de cet ordre-là, et beaucoup de gens qui parlaient tout seuls, mais en même temps ça ne les empêchait pas de regarder autour d'eux. Là, le smartphone, il y a vraiment avec, avec Internet à haut débit, il y a vraiment une hypnose qui est extrêmement dangereuse. Bon. Alors, Axel l'a un peu rappelé, je distingue évidemment la conversation de la communication, c'est pas du tout le même registre anthropologique. Dans la conversation, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on est visage à visage, on est près de l'autre, on est attentif aux mimiques qui traversent le visage de l'autre. On ne sait jamais très bien, quand on commence une conversation, à quel moment ça va finir. La communication, il n'y a plus de corps, il n'y a plus de visage, c'est souvent l'anonymat d'ailleurs, et puis on est dans l'urgence, on est dans l'utilitarisme, dans l'efficacité. Il n'y a pas de silence non plus dans une conversation, il y a le temps du silence, on peut se taire ensemble parce qu'on réfléchit. Si vous êtes derrière le smartphone, on va dire mais qu'est-ce qui se passe, je t'entends plus, ah il y a une panne. Voilà, le silence se transforme en panne quand on est dans l'univers du smartphone. Voilà, donc pour moi c'est très important cette distinction conversation, communication, et vous allez voir que je vais parler évidemment plutôt de la communication ce soir. Je vous laisse tranquillement vous installer. On n'est pas, vous êtes pardonné, pas de souci. Ah ok, alors vous êtes d'autant plus pardonné. Ok, donc maintenant je vais davantage suivre mon texte. Les conversations, donc je viens de le dire, impliquent un face-à-face, ou plutôt un visage à visage, une écoute, une attention à l'autre, à ses expressions, et les conversations deviennent rares, de même d'ailleurs le tact qui les nourrissait. Souvent, ils sont rompus par des interlocuteurs toujours là physiquement, mais qui disparaissent soudain après l'audition d'une sonnerie de leur portable ou dans le geste addictif de le retirer sans cesse de leur poche dans la quête lancinante d'un message ou d'une notification quelconque, qui rend secondaire la présence bien réelle de leur vis-à-vis. Ils regardent leur écran, ils quittent l'interaction, ils abandonnent leur interlocuteur qui reste les bras ballants en se demandant que faire de ce temps d'effacement de sa présence, ce moment pénible où on l'a éteint en appuyant sur la touche pause de son existence. Alors il attend que son interlocuteur, enfin de retour, presse enfin la touche réinitialisation. En d'autres termes, souvent dans ce contexte-là, qui devient malheureusement d'une grande banalité, même si c'est une incivilité par ailleurs, mais c'est moins perçu comme tel, l'interlocuteur donc fait de la figuration immédiatement liquidée au moindre soupçon de l'arrivée possible d'un message. L'autre devant soi a moins d'épaisseur ontologiquement que les autres virtuels. Celui que l'on abandonne ainsi se sent bien entendu d'un moindre intérêt que le portable de son interlocuteur. Mais ce sentiment d'une incivilité ne touche qu'une poignée d'aînés. Cette attitude n'affecte en rien les adolescents pour qui elle est diluée aujourd'hui dans l'ordinaire des heures. En revanche, les enfants, plus attentifs aux soucis de reconnaissance de soi, certains enfants s'insurgent par des pleurs, par exemple, et c'est malheureusement le problème éthique auquel on est confronté tous les jours quand on est dans le bus ou ailleurs, quand on voit un enfant qui pleure et le père ou la mère qui pianote tranquillement.
sait pas quoi faire. Et on est déchiré en même temps, parce qu'on se dit, si j'interviens, personne ne va me comprendre, le gamin ne va pas comprendre non plus. Et en même temps, je laisse faire une violence à enfant, un mépris envers cet enfant, et qui va me troubler pour toute la journée pour ma part. Donc l'enfant qui s'insurge de ce manque de reconnaissance va pleurer, va essayer d'attirer l'attention de ses parents en vain. Mais parfois, je raconte souvent l'histoire de cette petite fille de 5 ou 6 ans qui ne voit son père qu'en fin de semaine. Elle lui parle, évidemment, elle a 1000 choses à lui raconter de ce qu'elle a fait, mais l'homme est hypnotisé par son portable et ne l'écoute pas. À plusieurs reprises, la petite lui demande de l'écouter. Papa, écoute-moi. Le père répond machinalement qu'il l'écoute, mais sans interrompre ses consultations. Après 4 ou 5 interpellations comme ça, la petite, en colère, meurtrie, blessée, finit par lui dire « Papa, je veux que tu m'écoutes avec les yeux ». Voilà. C'est une phrase terrible du monde d'aujourd'hui, de la violence faite aux enfants, avec l'indifférence qu'on leur prête. Aujourd'hui, d'ailleurs, l'un des recours de l'IA est de l'intelligence artificielle. Je parlerai d'IA, je pense que tout le monde connaît aujourd'hui. L'un des recours de l'IA est la fabrique d'un compagnon secret fictionnel qui naît dans le psychisme de l'enfant ou de l'adolescent pour combler un manque à être dans le rapport au monde, pallier des failles dans l'organisation affective qui le lie à son entourage. Le jeune n'en ignore pas la dimension factice, mais il vit à ses côtés, au quotidien, sur le mode du « je sais bien, mais quand même ». C'est une des grandes formules du monde d'aujourd'hui, de nos ambivalences. Je sais bien, mais quand même, c'est plus fort que moi, faut que je continue, etc. Bon. Nombre d'adolescents vivent ainsi aujourd'hui avec des compagnons imaginaires, mais désormais un chatbot, donc un robot conversationnel, qui les renforce narcissiquement et éventuellement les protège quand même des vicissitudes rencontrées. Le chatbot, il est toujours disponible, il est pourvoyeur en apparence, en tous les cas d'amour, d'attention. C'est un interlocuteur constant du jeune qui sait pouvoir compter sur lui et qui lui parle, l'interroge sur ses choix, sur ses doutes, etc. Le chatbot, en quelque sorte, est une sorte de bouclier de sens, un bouclier de sens pour conjurer les désarrois, les souffrances, au regard, évidemment, de la désertion sociale des proches, des parents parfois, ou des pères, trop accaparés par leur connexion. L'adolescence invente alors un personnage virtuel, en miroir, qu'il programme évidemment selon ses goûts, en le dotant d'une voix qu'il programme également, d'une voix qu'il apprécie, il va lui donner un prénom, il va lui donner une histoire, une personnalité, etc. Voilà. On a dans sa poche le compagnon secret, mais virtuel. Et le jeune noue des interactions permanentes dans l'oubli qu'il est en contact avec une IA, dont les auteurs n'ont absolument aucune volonté de le soutenir psychologiquement, mais sont plutôt dans le souci de capter et de valoriser ses données, donc de le faire tenir le plus longtemps possible à l'écoute de son chatbot, parce que pendant ce temps-là, on peut récupérer les données, qui enrichissent ces hommes qui sont déjà les plus riches du monde, mais à chaque fois qu'on se connecte sur les réseaux sociaux, on enrichit encore Musk, Trump et compagnie. Voilà. Je vous rappelle au passage quand même. Le jeune, donc souvent, le jeune se confesse d'ailleurs à son chatbot ou sur les réseaux sociaux, se confesse souvent sur sa vie privée, inconscient de tout ce qui est échangé avec la machine, a une traçabilité numérique, c'est-à-dire entre, en d'autres termes, dans l'éternité de ce qu'on pourrait appeler l'infosphère, et pourra être utilisé contre lui un jour, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, par exemple, s'il cherche un travail. Oui, mais quand vous étiez ado, vous avez vraiment fait des trucs qui sont choquants, vous avez défendu des idées choquantes, etc. Vous pouvez dire, oui, mais ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, j'ai changé d'avis. C'est resté pour l'éternité, de toute façon. Dans le film R de Spike Jonze, un homme tombe passionnément amoureux d'un robot conversationnel avec une suave voix de femme qui lui prête une apparente attention quotidienne. De longues conversations les réunissent. Il en fait sa confidente tout en sachant qu'il s'agit bien d'un robot, mais sans parvenir à en tenir compte. Je sais bien, mais quand même, encore une fois.
Finalement, il trouve dans ces échanges purement virtuels plus de satisfaction que dans ses liens avec les femmes réelles. Le perfectionnement des voies de synthèse par l'IA est en effet un leurre puissant pour les rendre attractifs, voire même indispensables pour certains, particulièrement des adolescents, qui n'ont d'ailleurs souvent pas d'autre choix pour ne pas se sentir abandonnés par leur entourage. Alors évidemment, la logique affective est en apparence la même que dans le rapport à un compagnon secret imaginaire, que nombre d'adolescents et d'enfants ont pu connaître autrefois, peut-être un certain nombre d'entre vous, mais à ce moment-là, nous en étions les maîtres d'œuvre, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années, on décidait de se créer une sorte d'interlocuteur intérieur que personne d'autre ne connaissait, et on lui parlait au quotidien, etc. Sauf qu'aujourd'hui, donc sont plus les jeunes qui en sont les artisans, mais c'est l'IA qui va les fabriquer, bien sûr, ils vont programmer un certain nombre de données. Donc les longues conversations que tenaient autrefois entre eux les adolescents sont en partie absorbées par le soliloque avec le chatbot. Cette hypnose les détache de ceux qui sont physiquement à leur côté pour privilégier des interactions en miroir. La communication qui alimente le vide relationnel autour de soi se propose complaisamment de le combler par une autre communication, plus investie affectivement, mais qui amplifie encore ce sentiment d'isolement, et donc le recours à la communication dans une spirale perverse, à défaut de pouvoir changer son environnement social pour y restaurer une reconnaissance mutuelle plénière. En d'autres termes, plus de communication serait le remède au problème que la communication nous donne aujourd'hui. On voit très bien qu'il y a quelque chose d'assez douteux, d'assez pervers dans ce type de logique. Alors bien entendu, le chatbot a aussi des aspects positifs. Le chatbot met des mots sur les impensés qui taraudent le jeune, donne une figuration éventuelle à l'angoisse, autorise également le contrôle de cette angoisse. Le chatbot comble une perte, rompt l'ennui, donne une forme à un non-dit familial ou compense une certaine négligence affective à son égard. Il procure une maîtrise relative pour le jeune sur une existence qui lui échappe en partie. Le sentiment d'isolement, d'abandon, d'indifférence des proches, la conviction de ne guère compter à leurs yeux induit ce refuge, cet espace transitionnel surnumérique pour tenir le coup. Hein, évidemment, je fais référence à Winnicott, l'espace transitionnel, c'est d'ailleurs le doudou dont parlait Axel tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui, le doudou s'est absolument universalisé, mais il touche plus des enfants. Winnicott s'intéressait à des petits qui avaient leur poupée ou leur nounours ou leur morceau de tissu pour compenser l'absence de la mère. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, là, cet objet transitionnel numérique dévore complètement leur vie personnelle. Là où autrefois le journal intime qui a quasiment disparu de nos sociétés, là où le journal, ou l'amitié tout simplement, on était amis avec tous les garçons et les filles de son quartier, de son école, etc. Mais aujourd'hui l'amitié change totalement de registre, de forme, dans la mesure où tout le monde est derrière son portable en permanence. Donc c'est pas du tout le même type de lien qui caractérisait l'amitié d'autrefois à celle d'aujourd'hui, évidemment, qui est beaucoup plus dans le zapping, dans une certaine forme d'indifférence. Donc, je reprends mon propos. Là où le journal, autrefois, ou encore l'amitié, recueillait les confessions du jeune, c'est aujourd'hui plutôt le chatbot qui les entend, dans le fantasme du jeune de recevoir une écoute, une attention, une réciprocité, alors qu'il ne parle évidemment qu'à la machine et qu'il est en miroir. Il se parle à tout seul, mais il l'oublie. Hein, je sais bien, mais quand même. Le chatbot qui est toujours infiniment présent, indéfiniment présent, disponible à tout instant, toujours bienveillant, bien sûr, sans jugement, toujours compréhensif. C'est pas le chatbot qui va vous dire que vous faites une bêtise ou autre. Il va vous dire, oui, t'as raison, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, etc. Et le paradoxe, c'est que nombre de jeunes, mais en même temps c'est logique vu le paysage aujourd'hui de la réunion de beaucoup de jeunes derrière leur téléphone portable tous, nombre de jeunes disent préférer finalement les conversations avec leur IA qu'avec leur père. Dans la mesure où ça devient très difficile d'avoir une vraie conversation avec ses copains ou ses copines.
Au moins, à travers leur chatbot, ils trouvent une attention constante, une empathie ou un fantasme d'empathie. Parce que j'y reviendrai tout à l'heure, mais beaucoup de travaux montrent la disparition de l'empathie dans nos sociétés contemporaines, ce qui est très grave au plan du lien social, évidemment. Donc, ces jeunes ont le sentiment de trouver là une attention constante, une empathie que n'interrompt par ailleurs aucune consultation de l'écran, comme ils sont souvent confrontés à ça avec leurs copains. Mais ils oublient évidemment que le chatbot, l'IA, relève d'une programmation efficace de ses concepteurs, de la Silicon Valley. La société numérique n'est pas du tout dans la même dimension que la société concrète, avec des hommes ou des femmes en présence mutuelle, qui se parlent, s'écoutent, attentifs les uns aux autres. Et paradoxalement, certains la voient, la société numérique, comme une source de reliance, alors que jamais, jamais l'isolement des individus n'a connu aujourd'hui une telle ampleur. Jamais le mal de vivre des adolescents et des personnes âgées n'a atteint un tel niveau. La fréquentation assidue de multiples réseaux sociaux ou les dialogues sans fin avec le chatbot ne créent ni intimité, ni lien dans la vie concrète. Elle occupe le temps, elle divertit, elle ne donne aucune raison de vivre. La plupart des adolescents sont en permanence derrière leur écran, même en marchant en ville. L'expérience individuelle de la conversation ou de l'amitié se raréfie dans l'entre-soi. L'isolement se multiplie en donnant le sentiment paradoxal de la surabondance. Mais il ne reste finalement qu'une simulation du lien social. Plus l'on communique, et moins l'on se rencontre. Plus l'autre vivant près de soi devient superflu ou encombrant. Les sans-amis des réseaux sociaux ne valent pas un ou deux amis du quotidien susceptibles de poser la main sur son épaule en situation de souffrance. Une sociologue américaine, Cherry Turkle, évoque une étude menée sur 14 000 étudiants sur une trentaine d'années et qui montre que depuis les années 2000, mais ça s'est multiplié après 2010, les jeunes témoignent d'un moindre intérêt pour les autres. Ils sont moins susceptibles à penser que se mettre à la place de l'autre pour les comprendre soit une bonne chose. Les auteurs de l'étude établissent un lien direct entre ce retrait de l'empathie et la croissance de l'accès aux jeux en ligne et aux réseaux sociaux. Le smartphone, désormais dopé à l'IA, est l'instrument royal de l'hyper-individualisation du lien social de nos sociétés contemporaines. Il conforte le jeune, mais pas seulement le jeune, je sais bien, mais surtout, il conforte le jeune dans le sentiment qu'il fait un monde à lui tout seul, dans l'autosuffisance, il n'a plus besoin des autres, grâce aux offres que lui procure son appareil, dans le sentiment euphorique d'une liberté qui semble vouée à son seul plaisir. L'IA renforce encore ce sentiment, puisqu'il n'a plus besoin de demander conseil à ses parents ou à ses proches. Il lui suffit de poser la question pour avoir une réponse qu'il risque fort d'ailleurs de prendre pour une vérité absolue. Ce recours renforce donc l'indifférence aux autres, à sa disposition, convocable et congédiable à tout moment dans la communication, à la différence des autres bien réels à son entour. Donc la sociabilité numérique morcelle le lien social, détruit les anciennes solidarités au profit de celles abstraites des réseaux sociaux, avec des correspondants physiquement absents et la plupart du temps anonymes. La réciprocité du visage à visage dans la respiration de l'échange devient une exception. Mais l'IA, bien sûr, procure ce sentiment euphorique d'une toute-puissance à satisfaire le moindre désir, du moins dans le virtuel, dans le détachement du monde réel. Donc, les jeunes générations interposent souvent entre le monde et elles un écran sonore et visuel qui leur laisse les oreilles saturées, les yeux braqués sur leur écran, dans une sorte de retrait solipsiste. L'IA est le fantôme qui traverse en permanence leur interaction dans le jeu, par exemple pour produire une vidéo ou une musique, ou pour donner la réponse à les questions que se pose le groupe ou que leur prof leur a demandé en cours, par exemple. Et en outre, un robinet à musique ou à image s'impose à eux, comme si l'environnement non choisi devenait obscène et périlleux pour l'identité personnelle. Et beaucoup de jeunes sont sidérés d'apprendre qu'il y a encore quelques années, sans smartphone, sans IA, il n'y avait absolument aucune difficulté à se rencontrer,
à discuter ensemble, à échanger des idées, à partager des activités, des émotions, à chercher une information, écrire une rédaction ou une dissertation tout seul. Vertigineux aujourd'hui. Une adolescente effrayée dit sa conviction que mais ça devait être d'un ennui absolument mortel. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? Il n'y avait rien. Voilà. C'est une rescapée. Vous voyez, elle a échappé au désert, in extremis. Le virtuel donc, exerce un effet narcotique, d'une certaine manière, au regard du lien social, fondé sur les contacts, sur la réciprocité. Il s'affranchit aussi, le virtuel, évidemment, il s'affranchit du corps et de toutes les responsabilités liées au statut singulier de la personne. Il fait un monde à lui tout seul, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec ses propres règles. D'où cette espèce de transe, cette dissolution de soi dans un univers surinvesti qui gomme provisoirement l'environnement social. Et les adolescents d'aujourd'hui ont grandi dans la banalité de l'usage de ces technologies qui façonnent leur identité et leur rapport au monde. Aujourd'hui, tous sont inscrits sur un ou plusieurs réseaux sociaux. Ils sont en permanence branchés sur leur smartphone, penchés, ou plutôt prosternés, pour employer délibérément un vocabulaire religieux, très approprié à cette fascination qu'exerce sur eux la communication numérique au cœur de leur quotidien. Leur interaction ébranle donc en profondeur la structure anthropologique de la conversation, que j'ai définie tout à l'heure en termes de réciprocité, d'attention à l'autre, de visage à visage, etc. La communication, elle est d'ailleurs plutôt dans le réflexe que dans la réflexivité, ce qui n'est absolument pas le réflexe. Ça sonne, immédiatement je regarde, il faut que je réponde dans les 2 minutes, sinon mon interlocuteur va se demander où je suis passé. La réflexivité, c'est j'ai le temps, je prends le temps. Je regarde mon portable de temps en temps, des fois je vois des messages 3 jours après, mais ça m'empêche absolument pas de vivre. Pour les adolescents, être ensemble physiquement, alors que chacun est derrière son écran à envoyer des SMS ou à faire le tour de ses réseaux sociaux, tout en échangeant quelques mots de temps en temps, relève désormais de la banalité. La réalité online est pour eux une voie d'expérimentation de soi, l'exploration aussi d'ailleurs de mondes encore peu connus à travers des pseudos, des avatars ou des discussions interminables avec d'autres sur les réseaux sociaux ou bien encore avec l'IA. Et aujourd'hui, on pourrait dire que pour les toutes jeunes générations, l'écran est la fenêtre par laquelle ils regardent le monde et interagissent avec lui. La carte est devenue pour eux le territoire. La simulation du monde a pris le pas sur la concrétude du monde. Si les outils prodigués par Internet ou l'IA sont quelquefois propices, évidemment, pour se construire, en revanche, ils exercent une fascination pour une majorité d'entre eux, connectés parfois plus d'une dizaine d'heures par jour. Axel a évoqué une moyenne de 5 heures, mais pour certains, c'est plus d'une dizaine d'heures. Ça pose des problèmes aussi, d'ailleurs, de santé publique, puisque même pendant la nuit, problème de carence de sommeil qui est pointé par beaucoup de médecins aujourd'hui à cet égard. Donc voilà, pour pas mal, il faut compter plutôt en une dizaine d'heures. Et je passe sur ces trucs. Pour beaucoup, évidemment, se déconnecter est une mort symbolique, une impossibilité de penser la continuité de leur présence au monde. La perte tragique, pour beaucoup aussi, de leur compagnon secret sur leur chatbot. Le portable toujours en main au long du jour, même en marchant ou même sur leur vélo, ils sont sans cesse connectés, sans cesse disponibles, et perdre son portable, évidemment, est un drame absolu, un moment de flottement identitaire, tant le smartphone est absolument indispensable aujourd'hui au sentiment de soi. La persistance narcissique de soi donc tient à cette communauté des pairs, mais des pairs virtuels, cette communauté toujours présente par connexion ou par convocation d'un message. Et c'est pour ça, évidemment, qu'ils ne sont absolument pas dérangés par l'interruption d'une conversation commune. Quand l'un d'eux reçoit un message et y répond, ils continuent à parler ensemble, tout en guettant d'ailleurs régulièrement leur écran. L'usage intensif du portable, évidemment, contribue à la sédentarisation. Même en voyage, loin de chez eux, ces adolescents restent assis, immobiles, absorbés irrépressiblement par leur connexion. Ils sont dans l'inquiétude de s'aventurer hors de la zone de confort, balisée par le contact numérique avec leurs amis.
Ils continuent à se relier entre eux, comme à travers une sorte de cordon ombilical invisible. Un exemple parmi mille que j'emprunte, mais je n'aurais pas forcément besoin, mais je trouve que c'est assez amusant. Je l'emprunte à Cherry Turkle, la sociologue américaine, qui évoque la directrice américaine d'une grande université d'un programme qui envoie des étudiants américains dans des universités espagnoles. Et qui regrette aujourd'hui que bien loin de découvrir le pays, ces étudiants passent tout leur temps sur leur page Facebook ou à chatter avec leurs amis restés aux États-Unis, ou à discuter avec leur chatbot. Rivés à leur mobile, même au bout du monde, ils restent dans l'orbite de leurs amis, entre guillemets, ils continuent à habiter chez leur smartphone, où qu'ils soient. Quand ils sont là d'ailleurs, ils se demandent s'il ne manque pas quelque chose ailleurs. Et comme le remarque une étudiante, que je cite, au lieu de parler aux gens qui sont là, finalement, on est sur nos téléphones, en train de voir s'il n'y a pas d'autres fêtes ailleurs, à se demander ce qui se passe, à essayer de voir si ce serait pas mieux d'aller là-bas. On finit par ne pas parler à nos amis, parce qu'on est sur nos téléphones à vérifier si tout compte fait, on ne ferait pas mieux d'être ailleurs. Je trouve que c'est une merveilleuse définition, effectivement, de la présence de beaucoup d'ados dans le monde d'aujourd'hui. Là où autrefois les jeunes générations se dépensaient dans maintes activités physiques qui favorisaient la solidarité mutuelle, la connaissance de soi, des autres, de leur environnement également, qui étaient propices à de longues conversations, elles sont aujourd'hui plus souvent ensemble à interroger leur IA, à chatter ou à s'envoyer des textos ou des images, des vidéos, des chansons, etc. En France, par exemple, les indicateurs de santé publique pointent que les adolescents des années 70 étaient 2 fois plus actifs. 2 fois plus actifs. Et en quelques exemples assez tranquilles, s'ils couraient en moyenne à 800 mètres en 3 minutes, c'était déjà assez moyen, ils en mettent aujourd'hui 4. Là, c'est franchement mauvais. Une recherche souvent citée du médecin britannique William Byrne rappelle qu'en quelques décennies, la distance parcourue par des enfants de 8 ans, 8 ans autour de leur domicile est passée, il y a une soixantaine d'années, de 9 km à 300 mètres aujourd'hui. Voilà, une enquête très serrée de ce médecin. Cette sédentarité contemporaine, évidemment, n'a pas seulement des incidences sur la santé, le développement par exemple, planétaire des douleurs cervicales ou dorsales. On comprend qu'effectivement, en étant penché toute la journée sur son portable, et quand on commence à 8, 9 ans, 10 ans, ça ne peut que faire des dégâts. Notre corps, il n'est pas fait pour ça, il est fait pour rester droit, évidemment. Donc on voit en ce moment, depuis une dizaine d'années justement, un développement planétaire des douleurs cervicales ou dorsales, la myopie qui se développe de façon planétaire également, mais aussi des incidences sur le développement intellectuel, le langage, etc. Un adolescent actif, prenant sa vie à bras-le-corps, en multipliant les activités physiques, sportives ou autres, a nettement plus de chances de rester le même en devenant adulte. L'activité de pensée est toujours favorisée par les activités physiques, le mouvement, la confrontation à la diversité vivante de l'environnement. Voilà, des millions de marcheurs l'ont dit. On pourrait citer des grands noms de montagnes à Rousseau, etc. Mais n'importe qui d'entre nous qui fait des randonnées régulières dans les Vosges sait très bien que le fait de marcher fait énormément penser. Mais le fait d'être assis toute la journée, au contraire, plutôt limite énormément les capacités de réfléchir, les capacités du cerveau. L'immobilité ne met guère les idées en marche. Elle est beaucoup moins propice au renouvellement de soi. Elle incline d'ailleurs à la passivité. C'est ça que, pour moi, c'est l'une des incidences d'ailleurs de ce recours permanent au smartphone, c'est l'apprentissage de la passivité. Au lieu d'être lucide et actif devant le monde, on est passif et on attend en permanence des réponses. Je vois que le temps passe. Je reparle encore combien de temps finalement? Ah, c'est tout, ok. Ok, bon, ben, je continue un petit peu, je vais voir. Ah oui, je vais sauter de temps en temps des trucs. Je vais sauter ça, ok, je vais... ouais. Alors, quand il ne s'agit pas de recevoir des images, le jeune les produit lui-même pour les envoyer à ses pairs. Et l'IA permet de susciter des images ou des vidéos
moyennant quelques indications. Il est possible, par exemple, de manipuler le contenu de vidéos ou de photos accessibles sur le net pour faire tenir des propos racistes ou obscènes, par exemple, aussi bien à des proches qu'à des personnalités politiques ou médiatiques. Et vous pouvez d'ailleurs aussi bien prendre dans ce sens Staline que je ne sais pas qui, votre grand-père ou votre mère ou un chanteur que vous appréciez, pour le discréditer, l'humilier, etc. Rien de plus simple non plus de les mettre à nu, ou dans des postures pornographiques, comme c'est arrivé à un certain nombre de stars par exemple, pour les humilier, pour les discréditer et connaître un moment de gloire en postant les vidéos truquées sur les réseaux sociaux. Et les adolescents sont passés maîtres en la matière, par ironie chez eux, à la différence de leurs aînés, évidemment, qui trouvent là un procédé efficace, extrêmement efficace de disqualification, notamment dans l'univers politique, pour discréditer un concurrent. Rien de plus facile que de le traîner dans la boue en manipulant des vidéos. Aujourd'hui, les adolescentes, les filles particulièrement, sont victimes de chantage à travers la menace de diffusion sur les réseaux sociaux d'images ou de vidéos pornographiques fabriquées de toutes pièces, ce qu'on appelle des deep nudes ou des deepfakes, à moins qu'elles ne s'acquittent par exemple de rançon ou ne se soumettent à la volonté de ceux qui manipulent ces images. Et bien entendu, un adolescent n'a pas le recul de ses aînés, il peut craindre que ses parents ou ses amis ne pensent que ce sont des images bien réelles, et de toute façon, on sait que même quand ces images sont démenties, on sait qu'il en reste toujours malheureusement quelque chose. Il n'y a pas de fumée sans feu, mais si, malheureusement, très souvent. Et aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a énormément de fumée sans feu. Alors, je passe sur d'autres petits points. J'arrive doucement vers la fin. Bon, cette colonisation des esprits, cette colonisation de l'esprit et de la vie quotidienne par la communication sous l'égide de l'IA exerce des effets sociaux et politiques redoutables. Je vais rester simplement au niveau élémentaire du rapport à l'adolescence. Les réseaux sociaux ou l'IA formatent évidemment la pensée, en rendant aussi d'ailleurs la connexion toujours plus impérative. Maintes travaux observent que plus on est exposé aux écrans, et moins on comprend les textes écrits, dans les livres, les journaux, les revues, etc. Les messages numériques innombrables sont en effet de facture très simple. Ils donnent un sentiment d'évidence sans effort d'appropriation. Si les écrans encouragent l'éparpillement cognitif, le livre apparaît en contrepoint comme une source d'ennui qui vient rompre l'excitation numérique par sa lenteur, par l'intériorité que sa lecture implique, la plongée dans un univers imaginaire qui appelle le lâcher-prise. La communication syncopée, simple, permanente, ultra rapide des réseaux sociaux rend difficile aux adolescents même la lecture d'un SMS un peu trop long, un peu plus long que les usages courants de quelques mots ou de quelques phrases. Et les élèves ou les étudiants d'aujourd'hui n'ont pas toujours intégré la patience et la concentration nécessaires à la compréhension d'un texte plus élaboré. Ils en restent à la superficie et sont donc vulnérables aux opinions toutes faites, aux rumeurs. Ils ne sont pas accoutumés à interroger l'argumentation d'un texte, sa plausibilité, sa provenance également. Les codes d'appropriation leur manquent, ils sont trop accoutumés à déléguer leurs pensées à l'IA. Cette remarque vaut également pour l'université, j'en fais l'expérience, où nombre d'étudiants digital natives peinent à lire simplement quelques pages d'un article ou d'un livre. S'approprier un savoir, évidemment, n'est pas l'équivalent de le demander et de le recevoir passivement d'un seul clic. En quelques secondes, vous avez la réponse, mais alors que l'article, il faut passer un petit moment pour le lire. Cette immersion dans les différentes techniques d'information et de communication modifie en profondeur les structures cognitives des jeunes générations ayant grandi avec elles. La fréquentation assidue d'Internet et désormais de l'IA induit une très faible culture générale, qui est absolument redoutable au plan politique, mais je n'ai pas le temps de développer ça. Très faible culture générale et la croyance naïve que les réponses reçues sont toujours les bonnes. Les adolescents sollicitent ChatGPT par exemple pour un devoir, un exposé. Ils ont certes une réponse immédiate, mais ils n'interrogent pas la qualité de la réponse, qui peut être nulle ou même trompeuse.
L'externalisation de la mémoire sur des supports technologiques contribue aussi à la fabrique de l'amnésie. De même que le fait de recourir au clavier ne suscite pas la même mémorisation que d'écrire à la main. Évidemment, je ne vous cite pas tout un tas de travaux. Hein, ne croyez pas que je sors ça de mon chapeau et que je fais une sorte que je suis une sorte de moraliste. Tout ce que je dis est argumenté par des études qui sont menées en neurosciences, qui n'est pas mon domaine de prédilection, ou dans des travaux de psychologie sociale ou de sociologie, ou simplement mon expérience quotidienne d'enseignant à l'université déjà depuis bien longtemps. Donc voilà, apprentissage de l'amnésie. Effectivement, la mémoire, ce n'est pas un stock d'informations. Notre mémoire, elle est imprégnée d'affectivité et elle est toujours saisie dans un contexte précis. Et notre mémoire nous donne des orientations au long cours sur notre existence. Donc, ça veut dire que la mémoire est aux antipodes de l'information qui fonctionne dans l'immédiat et est aussitôt oubliée. Demandez par exemple à un adolescent qui vient de passer 4 heures devant l'écran ce qu'il a retenu de tout ce temps. Expérience absolument tragique et redoutable. Finalement, autant dormir pendant 4 heures. Ce serait plus propice à leur santé. Il ne reste absolument rien. Mais ce n'est pas seulement les ados. Je me rappelle, l'année dernière, l'été dernier, je dédicaçais mes livres avec un écrivain à côté de moi qui voit que j'ai écrit un livre sur le smartphone. Il me dit le smartphone ne m'en parlait pas. Hier, je cherchais une information sur Internet. 3 heures après, j'y étais encore. Et il a ajouté avec un visage désespéré, ne me demandez pas ce qu'il m'en reste, absolument rien du tout. Il était dépité. Je me suis dit, j'espère qu'il en tire une bonne leçon. Il ferait mieux d'écrire ses livres ou d'en lire d'autres plutôt que de gâcher son temps comme ça. Alors pour ces toutes jeunes générations, il est inutile pour beaucoup de lire un livre, de s'intéresser en profondeur à un sujet, s'il est loisible d'avoir une réponse immédiate et toute faite. Pourquoi lire par exemple Madame Bovary ou n'importe quel autre livre quand il s'agit de demander un résumé en quelques lignes à l'IA? Inutile de recourir à la mémoire si un clic est susceptible de donner la réponse toute simple et attendue. Pourquoi regarder un film dans son intégralité s'il est possible d'accélérer des séquences qui sont moins intéressantes? On comprend en ce sens l'impact colossal sur leurs pensées des youtubeurs ou des influenceurs qui sont les miroirs évidemment de ceux qui les suivent. Ils se reconnaissent mutuellement et se distinguent seulement par le fait que l'influenceur, par exemple, s'engage, fait des toutes petites recherches sur ces sujets, mais de toute façon toujours dans la proximité de ses followers, parce que s'il les décevait, il n'y aurait plus personne. Les formats courts, incisifs, du style clip, par exemple, prennent une place de choix dans une société numérique qui va de plus en plus vite et croule sous la masse inépuisable des informations et donc de l'oubli. On est dans l'univers de l'oubli désormais. Et la délégation de pensée à l'IA contribue à l'affaiblissement de celle de l'adolescent, de moins en moins enclin à mener des recherches par lui-même, à nuancer, à intégrer l'infinie complexité du monde, les ambivalences de ce monde qui ne sont évidemment jamais prises par l'IA, jamais prises en compte par l'IA. Et le risque, c'est que le jeune prenne pour vérité absolue les réponses qu'il a reçues dans l'ignorance du fonctionnement d'un outil qui lui paraît aussi naturel que l'air qu'il respire. Mais le problème de l'IA, c'est qu'elle est moins un outil de connaissance qu'un outil de consolidation des croyances informulées qui président à la consultation. Structurellement bienveillante, évidemment, sinon personne ne recourrait à l'IA. Structurellement bienveillante, complaisante, l'IA ne critique pas, elle ne juge pas. Elle fonctionne largement en vase clos par son filtrage de l'information, grâce aux algorithmes, pour renforcer complaisamment les opinions de l'internaute. D'où, par exemple, la vulnérabilité des jeunes générations aux théories du complot, aux fake news, etc. Et en témoigne tragiquement, récemment dans nos sociétés, l'aisance avec laquelle des milliers de jeunes internautes du monde entier, des mineurs, plus d'une dizaine de milliers, sans la moindre connaissance de l'islam, se sont radicalisés autour d'un savoir de pacotille, meurtrier dans ses conséquences, sous l'égide de Daesh.
Également, l'expérience innombrable d'enseignants qui s'accordent sur le fait que loin d'être une matrice d'intelligence et d'apprentissage, l'IA accompagne un fléchissement des connaissances et surtout de culture générale. Et malheureusement, même chez nous, en sociologie, on pourrait penser que la sociologie, l'anthropologie aurait été une zone de résistance, pas du tout. On a aussi affaire à des étudiants qui ont un grand mal à lire 2 ou 3 pages d'un article de Mauss ou de Durkheim pour parler de 2 grands Vosgiens. Voilà. Alors, donc sur le net, les ados, évidemment, s'intéressent moins au savoir qu'aux échanges sur les réseaux sociaux, aux jeux vidéo, l'écoute de la musique, etc., etc. Finalement, Internet induit un état permanent de distraction, mais aussi d'enfermement consumériste. Je vous rappelle aussi, pour vous montrer l'hypocrisie quand même de ces grands maîtres de la Silicon Valley qui sont devenus les hommes les plus riches du monde et en même temps qui sont les ennemis farouches de nos démocraties, je vous rappelle que les enfants des cadres de la Silicon Valley envoient leurs enfants, non pas dans les écoles publiques ou les universités, même les universités privées, ils les envoient dans les fameuses écoles Waldorf, qui sont des écoles où il y a beaucoup d'activités physiques et où il y a un interdit absolu du numérique. Interdit absolu du numérique. C'est-à-dire que ces hommes, ces pères, surtout des hommes, mais aussi ces mères sans doute, qui passent leur temps à essayer de nous rendre de plus en plus addicts aux réseaux sociaux, savent très très bien le danger que ça comporte pour les plus jeunes, et ils se gardent bien de décérébrer leurs propres enfants. Et Steve Jobs, par exemple, le biographe de Steve Jobs, écrit que la conversation était au cœur de la conversation de la famille Jobs. Je cite le biographe, il parlait de livres, il parlait d'histoire et de toutes sortes de choses. Personne, à l'époque, ne sortait jamais son iPad ou son ordinateur. Voilà, chez les promoteurs, on pourrait penser qu'il y a une exaltation prodigieuse des enfants Jobs. Pas du tout. Ils savaient très bien que c'était un poison en même temps. Même si ça rendait... Voilà. Je termine mon propos dans pas longtemps. Bon, un sociologue américain, Jonathan Barber, le notait déjà, nous sommes désormais dans l'univers du Macworld, McDo, mais maintenant on est dans le Macworld, unifié par les échanges commerciaux, les technologies de l'information et de la communication, et par un mode de vie fondé sur l'amusement. Certes, évidemment, aucun plan secret n'a jamais imposé l'intelligence artificielle ou la colonisation planétaire du smartphone et des réseaux sociaux. C'est plutôt un effet de système qui a potentialisé leur croissance et leur emprise aujourd'hui totale sur le monde. Ces technologies sont en outre des entreprises impitoyables de liquidation des cultures. Le monde est désormais formaté par Google, Amazon, TikTok, l'IA, etc. Bon, moi qui suis un grand voyageur, je vois plus vraiment de différence entre Rio de Janeiro ou Strasbourg ou Épinal ou Taipei. Je vois toujours les mêmes personnes qui avancent tirées en avant par leur portable. Je vois les mêmes films sur les écrans, j'entends exactement les mêmes musiques. Je rentre dans un café où il y a un resto, on m'oblige à écouter une musique, des chansons qui, à mon avis, discréditent la musique. Et je me dis, si j'avais écrit cette chanson-là et que je la voyais comme ça, je serais vraiment choqué. Je dirais, ah, non, vous m'humiliez, parce que la musique ne s'écoute pas comme ça, comme en termes d'ambiance et autres. Voilà. Donc, vous voyez la liquidation des cultures. Effectivement, on a l'impression qu'il y a de moins en moins de cultures. Culture au sens d'une communauté qui se reconnaît autour d'une langue, autour d'un certain nombre de valeurs, de choses spécifiques. Quoi. Il y a encore 20 ans, quand on était au Brésil, il y avait une différence majeure. Aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y en a vraiment plus du tout. Enfin, il y en a forcément, mais je veux dire, ça reste du folklore plutôt. Donc, standardisation planétaire, uniformisation des goûts et des consommations. Les différences anciennes propres aux cultures renvoient à une sorte d'archéologie ou de folklore. De même d'ailleurs la conversation, c'était le thème de mon livre, qui glisse peu à peu dans l'anachronisme. Partout, des individus, surtout des adolescents, évoluent dans le même monde de vidéos, de clips, de musique, de films, de séries, de fast-food, etc. Une oligarchie numérique, libertarienne, ennemie farouche des démocraties, oriente la totalité de nos existences, influence nos opinions, avec notre assentiment enthousiaste dans la méconnaissance du prix à payer en termes de qualité de relation au sein du lien social et du fait d'être les produits rentables d'entreprises
dont on se croit les utilisateurs comblés. Peu à peu, finalement, l'IA dévore les anciens savoir-faire, toute forme de pratique sociale, à commencer d'ailleurs par les gares où il n'y a quasiment plus de guichetiers, où il faut se battre pour avoir un contact avec une personne derrière son guichet. D'ailleurs, si vous faites l'expérience, vous allez voir que très souvent les guichetiers, quand vous avez forcé la présence, vous dites merci d'avoir un peu insisté parce qu'on est vraiment un peu désespéré. Et vous savez que l'IA va supprimer des centaines de milliers des millions, je veux dire, de boulots dans le monde entier aujourd'hui. On sera de moins en moins accueillis. On aura en permanence des IA qui nous... Voilà, je déborde la question de l'adolescence, mais c'est le monde dans lequel on est en train de vivre aujourd'hui. Des IA qui vont nous répondre au téléphone, et puis voilà, tapez le 1, tapez le 3, s'ils veulent taper le 4, et puis voilà. Et puis on va vous envoyer un tutoriel, évidemment. Personne ne sera jamais là pour vous aider. Donc peu à peu, l'IA dévore les anciens savoir-faire, toute forme de pratique sociale, pour y substituer plateformes, logiciels, tutoriels, etc. L'épaisseur sensible du monde s'efface au profit d'un hyper-réel profilé pour les intérêts des géants du net. Nos capacités créatrices de découverte, de recherche, de pensée sont captées et canalisées par leur numérisation. ChatGPT et ses déclinaisons parachèvent le processus de colonisation des esprits de nos adolescents, en disqualifiant efficacement la part subjective du raisonnement ou d'action sur le monde. Appauvrissement de la parole, appauvrissement de la langue, entraînant dans son sillage la difficulté à argumenter et à penser la pluralité du monde, la pluralité des mondes, à introduire des nuances, mais dispensant à foison la soif d'exprimer ses indignations ou ses enthousiasmes dans la conviction d'avoir raison. Une humanité assise, de plus en plus passive, entretient un soliloque sans fin face à son miroir. Je pense bien évidemment à Alice au pays des merveilles. Au-delà du miroir, justement, il n'y a plus rien. Alice n'est plus d'actualité. Il y a essentiellement la surface de l'écran. Juste un mot pour terminer, puisqu'on me dit souvent, j'interviens souvent autour des conduites à risque de nos jeunes et autres, on me dit souvent, mais les jeunes générations, il faut leur faire confiance, elles sont passionnément engagées dans l'univers du combat écologique, ce qui m'a toujours paru complètement débile de dire ça, parce que étant des très grands consommateurs des réseaux sociaux ou de leurs smartphones, ils contribuent de façon terrible à la pollution, au réchauffement de la planète et tout un tas de trucs comme ça. Voilà. Et en plus, l'IA rajoute encore une couche supplémentaire, évidemment, qui fait qu'il va falloir encore... Déjà, les data centers étaient terriblement consommateurs d'énergie et de pollution, donc de réchauffement de la planète, mais il va falloir en plus les multiplier aujourd'hui dans la mesure où on va être de plus en plus des usagers. Vous savez également que nos smartphones contiennent des tas de métaux rares qui sans doute alimentent la guerre en Ukraine aujourd'hui entre la Russie et l'Amérique parce qu'il y a des enjeux économiques autour de ces métaux rares qui sont extrêmement importants. Vous savez que certains de ces smartphones sont conçus dans des pays asiatiques avec les travaux d'enfants, l'exploitation d'enfants par exemple. Il y a tout un tas d'abominations éthiques autour du smartphone, mais qui sont évidemment occultées, que les jeunes d'ailleurs ne connaissent pas. Je ne dis absolument pas du tout qu'il y a une hypocrisie en la matière, mais parce que, curieusement, quand on parle aujourd'hui du réchauffement climatique ou autre, on ne parle quasiment jamais du smartphone. C'est un truc qui me choque depuis longtemps. On parle tout le temps des avions, ou de quelques autres trucs comme ça, mais dans 2 ou 3 ans, manifestement, l'usage du smartphone sera au niveau des avions et va dépasser, évidemment, parce que ah oui, alors là, je suis peut-être en retard de quelques chiffres, mais moi, ça m'inquiète beaucoup plus, quoi, parce qu'en plus, il y a les enjeux éthiques du travail des enfants, des guerres et enfin, de la pas des géopolitiques, mais oui, en fait, des tensions, en tous les cas politiques, qui sont en train de ravager le monde d'aujourd'hui, parce qu'on a besoin de ces métaux rares voilà, pour fabriquer quoi? Des smartphones, dont l'humanité s'était passée depuis des millions d'années. Voilà, je vais m'arrêter là. Je voudrais quand même vous rappeler, en anticipant peut-être vos remarques un peu indignées, je ne sais pas,
enfin, je ne crois pas, mais on ne sait jamais. Mon travail est vraiment celui d'un sociologue. Si vous prenez les mots que j'ai prononcés, vous verrez qu'à chaque fois, il n'y a pas de jugement. Je pointe des choses qui existent, qui sont sous nos yeux, qui ont parfois été documentées par d'innombrables travaux. Je ne suis absolument pas un moraliste. D'une certaine manière, je m'en fous. Je mène ma vie, je marche, je continue à lire ou à regarder les films de l'histoire du cinéma ou à voyager dans le monde entier. Voilà, j'ai aucun enjeu par rapport à ça. J'ai fait un travail de sociologue, d'anthropologue, parce que quand même, je trouve que jamais nos sociétés n'ont été aussi mal, aussi abîmées au plan du lien social dans tout le cours de l'histoire. Et bien entendu, même si beaucoup d'entre vous pensent que les réseaux sociaux sont merveilleux, etc., eh bien, c'est à partir de ces années 2000 que l'hyper-individualisation de nos sociétés se met en marche et arrive au monde d'aujourd'hui, jamais. D'ailleurs, j'ai sauté cette page, où je voulais parler aussi des problèmes en pédopsychiatrie avec les tout petits, par exemple. Vous avez maintenant des enfants qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans, qui n'ont pas d'accès au langage, qui parlent comme dans les dessins animés avec des mots d'anglais, avec une voix qui n'est pas du tout la voix de la vie quotidienne. Les pédopsies sont envahis de consultations avec des gamins comme ça, dont que les parents ont voulu faire taire, être tranquilles en leur filant un téléphone portable, et donc les gamins ont grandi en regardant des dessins animés avec très peu d'interaction avec leurs propres parents. À ce moment crucial où les enfants ont besoin d'amour, d'attention, qu'on réponde à leurs questions, etc., etc. Et pour les ados, je terminerai là-dessus, jamais il n'y a eu, moi qui travaille sur les conduites à risque depuis, je les ai vécues quand j'étais plus jeune déjà, bon, mais je travaille depuis toujours sur le sujet, jamais jamais aujourd'hui on a connu une telle ampleur des souffrances adolescentes, hein. Il y a d'ailleurs un auteur américain qui s'appelle Jonathan Herd qui vient de faire paraître un livre qui s'appelle Génération anxieuse, il est psychologue, et il montre que les problèmes de l'adolescence d'aujourd'hui sont planétaires, mais ont explosé à partir de 2010, hein, au moment où le smartphone a été équipé de l'Internet. Jamais il n'y a eu autant d'anxiété, jamais autant de dépression, jamais autant de sentiments d'isolement chez nos jeunes, jamais autant de tentatives de suicide et de suicide, jamais autant de scarification chez les filles. Voilà le bilan en termes humains, qui est un bilan voilà, que n'importe qui peut vérifier en termes de santé publique dans le monde d'aujourd'hui. Après, on peut discuter de bien, mais je ne peux absolument pas du tout être perçu comme un adversaire ou c'est pas vraiment mon sujet. Je fais mon boulot de sociologue, tout simplement. Voilà. Merci en tous les cas de votre écoute.